Oh yeah. Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. Comme il a été indiqué tout à l'heure, lors des arrestations, si on peut dire ainsi, n'a été présenté aux personnes en détention aujourd'hui qu'un simple document qui faisait office de mandat de perquisition. Voilà, je ne suis pas juriste. L'avocat effectivement qui va prendre la suite maintenant va pouvoir vous édifier davantage sur l'aspect juridique et les failles qui entouraient ce dossier, mais en allant un peu plus loin, va vous évoquer également avec vous les procédures qui sont en cours et qui ont été menées et lancées par le MRC Europe. Donc je vais donc demander à Maître Saban, qui est donc l'avocat commis par la région Europe, de venir ici effectivement nous entretenir sur ces aspects-là. Et donc les questions, par contre, effectivement, donc je sais qu'il y a des questions qui vont pas tarder, mais les questions sont réservées juste après son passage. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les responsables du MRC qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette conférence. Remercier aussi les personnes qui ont été contactées et qui se sont présentées, qu'elles soient journalistes, spécialistes des relations internationales ou simplement personnes concernées par cette crise et par donc l'avenir du Cameroun. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit de manière très complète et très claire sur ce qui concerne le déroulement de la crise, simplement revenir sur quelques points. Tout d'abord sur ce qui a été le déroulement de la crise. Je ne vais pas revenir sur les multiples irrégularités qui ont lieu, elles sont tellement nombreuses qu'on finit presque au final par être un peu noyé en fin de compte par tout ce qui a été irrégulier et tout ce qui a été incompréhensible durant la campagne. On peut penser notamment au scandale des faux observateurs de Transparency International, au déblocage très tardif de fonds totalement dérisoires à l'opposition pour mener sa campagne, alors que de l'autre côté, on avait un candidat, Paul Biya, qui avait organisé sa perpétuation au sein du pouvoir en utilisant tous les moyens de l'État. C'est accessible sur des moteurs de recherche généralistes, vous pouvez taper le nom des ministres, vous allez avoir des appels à donner des fonds, vous allez avoir des appels à s'engager de la part de personnes voilà, qui utilisaient les moyens de l'État, qu'ils soient logistiques ou financiers, pour que Paul Biya reste indéfiniment au pouvoir. Donc tous ces éléments-là, ils sont accessibles, et donc il est à mon avis pas nécessaire de revenir dans le détail dessus, et ce notamment du fait que vous avez eu tous les détails sur ces différents points. Cependant, il y a d'autres points sur lesquels on pourrait insister, et tout d'abord sur le fait que, techniquement, ça a été assez peu mis en avant, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent au quotidien, mais la seule preuve que vous ayez que Paul Biya soit président est la parole de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire que c'est techniquement, juridiquement et logiquement impossible d'affirmer que cette personne est présidente pour une raison simple, c'est qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui rejette, sans même l'examiner sur le fond, les requêtes qui ont été déposées. C'est ce qui s'est passé. Elles ont été rejetées au stade de la recevabilité. Donc elles n'ont même pas été examinées au fond. Et les seules preuves qui ont été produites par le Conseil constitutionnel, c'était 5 procès-verbaux qui sont des faux. Donc techniquement, quelles sont les preuves des résultats qui ont été avancés par Paul Biya? Aucune preuve. Vous avez simplement la parole de 9 membres du Conseil constitutionnel qui est dans sa main. Parce qu'il est soit, il y a des membres qui sont désignés par lui, d'autres qui sont désignés par ses proches, et il y a un nombre très important de membres du Conseil constitutionnel qui sont des membres de son parti politique directement. Donc techniquement, vous n'avez pas la preuve et on ne peut pas affirmer aujourd'hui que Paul Biya est président. Sauf à prendre évidemment sa parole pour argent comptant. Alors ensuite, simplement pour un petit peu détailler ce qui s'est passé dans le déroulement de la crise après l'annonce des résultats, je souhaiterais simplement énoncer des considérations qui sont des considérations de simple bon sens. Mon client, le client que j'ai l'honneur d'assister, donc aux côtés d'autres avocats de son équipe de défense et de l'équipe de défense des militants enfermés, c'est un éminent professeur de droit international, et quand on a une carrière si brillante et qu'on est reconnu internationalement, on ne s'invente pas une victoire à l'élection présidentielle. Voilà. Déjà, c'est un élément de simple bon sens. Quand on est au service du droit soi-même,
dans son activité de professeur, dans son activité académique toute sa vie, on ne s'invente pas une victoire à l'élection présidentielle. Donc les preuves de la victoire de Maurice Kamto existent, et sans la remontée de ces preuves, il n'aurait jamais affirmé qu'il était vainqueur. C'est le premier élément. Le deuxième élément, et là encore, je souhaite le mettre en avant pour une raison simple. C'est que vous assistez à une conférence donc, qui est organisée par le parti de M. Maurice Kamto. Vous pouvez vous dire, on est dans un conflit politique classique entre des personnes qui ont des opinions divergentes. C'est une vue qui serait partielle et qui serait inexacte. Pourquoi? Parce qu'il faut faire appel au simple bon sens. Si M. Paul Biya avait véritablement gagné les élections avec plus de 70% des voix, dans ce cas-là, quel serait l'intérêt d'enfermer Maurice Kamto et d'enfermer des militants qui manifestent pacifiquement? Quand on gagne avec plus de 70% des voix, on est normalement d'une sérénité absolue. On est d'une sérénité absolue. Donc on peut laisser des personnes manifester, on peut laisser des personnes protester, et on n'est pas inquiet à ce point. Deuxièmement, quand on gagne avec plus de 70% des voix, on devrait être enchanté à l'idée d'un recomptage des votes sous supervision internationale. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que c'est une proposition, évidemment, qui a placé le président sortant, parce que Paul Biya est maintenant le président sortant, le président élu étant Maurice Kamto, ça l'a placé dans un immense embarras, cette idée du recomptage international. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur des éléments, avant de rentrer sur des considérations qui sont strictement juridiques, des considérations de simple bon sens, qui, à mon sens, font appel à n'importe quelle personne de bonne foi qui s'intéresse à ce conflit et qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors par la suite, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu une escalade progressive dans ce conflit, je l'ai vu parce que j'ai été constitué il y a plusieurs mois, donc j'ai pu assister au durcissement donc, de la position du pouvoir de Paul Biya. À l'origine, on a une première manifestation fin octobre qui débouche sur 45 arrestations, dont l'arrestation de Madame Michèle Ndoki, l'une des membres de l'équipe de défense de Maurice Kamto. Je profite de cette occasion quand même aujourd'hui pour lui rendre hommage, parce que en tant qu'avocat, je fais un travail depuis Paris, mais il y a des personnes qui prennent des risques physiques énormes au quotidien pour qu'on puisse avoir les informations qu'on a, pour pouvoir vous les répercuter et pour pouvoir travailler à partir de ces informations-là. Donc il faut rendre hommage au travail des avocats camerounais qui est fait. Alors donc on a cette arrestation. On a un autre avocat de M. Maurice Kamto, M. Éric Moukam, qui est passé à tabac, qui tombe dans le coma à la suite de cette manifestation. On a M. Emmanuel Sim, un autre avocat de Maurice Kamto, qui est lui aussi arrêté. Ils sont jugés le 4 décembre 2018, donc pour des charges extrêmement vagues de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte. Et les charges sont finalement abandonnées et ils sont libérés. Alors pourquoi je vous raconte ces éléments-là? Pour vous montrer qu'on est face à un pouvoir qui va répondre en fonction de la pression qu'il ressent. D'accord? Je me souviens d'une allocution de M. Paul Biya où il indiquait « ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ». Et bien là, vous en avez une illustration flagrante parce que M. Paul Biya reste au pouvoir parce que pour l'instant, il le peut. Il n'a plus la force du droit, mais il a encore, selon lui, le droit à la force. Donc, on a ces personnes-là qui sont libérées. Donc on a les charges qui sont abandonnées, mais on a quand même une répression qui va s'étendre à l'ensemble de la société civile. C'est quand même pas anodin qu'on ait une journaliste anglophone, Madame Mimi Mefo, qui est arrêtée, on a des artistes comme le rappeur Valsero qui a été arrêté, on a un mouvement, on a une tentative de mettre l'ensemble de la société en coupe réglée. Voilà. S'il faut retenir aussi des choses de ces interventions-là, l'un des éléments quand même qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas simplement dans un affrontement entre des formations politiques. On est dans une situation dans laquelle une personne a perdu les élections et est prête à s'accrocher au pouvoir jusqu'au dernier Camerounais. C'est ça qu'il faut retenir. Alors ensuite, évidemment, la situation elle a continué à s'aggraver parce qu'il y a encore des protestations pacifiques, on a encore une personne qui sait qu'elle a perdu les élections et on va avoir une deuxième série d'arrestations qui va avoir lieu et qui va donc grossir le compte des personnes qui sont arrêtées. Alors, pour maintenant parler un petit peu de ce qu'est la situation depuis fin janvier, on a
eu un certain nombre de requêtes qui ont été déposées pour que les juridictions qui ont en charge donc la détention et puis le suivi de l'affaire des personnes arrêtées, pour qu'elles se déclarent incompétentes. Parce que ce sont des juridictions militaires et que des juridictions militaires ne peuvent pas juger des civils. Toutes ces requêtes ont été rejetées, et donc on a véritablement la volonté de tout simplement créer une justice qui n'en est pas une, créer une justice sur mesure pour pouvoir maquiller des persécutions politiques en des procès de droit commun. Pour vous apporter quelques éléments supplémentaires sur le plan juridique, il y a une chose dont je peux vous faire part et que vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel avocat, donc y compris voilà, quelqu'un qui ne serait pas du tout dans la tâche et dans la charge qui m'est confiée. En principe, quand on a des faits délictueux qui sont commis dans un autre pays, il faut évidemment faire des investigations dans cet autre pays. Donc ce qu'il faut faire une demande de coopération. Normalement, si la justice camerounaise avait souhaité faire un véritable travail respectueux de la présomption d'innocence, on aurait eu une demande de coopération judiciaire internationale adressée à la France. La France aurait elle-même mené des investigations sur son sol, identifié les personnes ayant commis des troubles, réalisé des constats sur leur téléphone portable, essayer de voir s'il y avait des liens avec les personnes qui sont emprisonnées, et elle aurait renvoyé ces éléments-là aux autorités camerounaises. C'est comme ça qu'une procédure classique, respectueuse des droits de la défense, se déroule. Rien de tel ne s'est déroulé, tout simplement parce que les autorités camerounaises savaient pertinemment que de telles mesures d'investigation allaient encore plus montrer le caractère politique et fabriqué du procès. Et c'est pour ça que ces demandes de coopération n'ont jamais eu lieu. Donc, quand on peut faire ce constat ensemble, on voit très clairement qu'on n'est pas dans un affrontement d'opinion. On est dans l'instrumentalisation d'un appareil judiciaire à des fins de persécution politique, et on a une situation qui s'aggrave progressivement. Je suis tout à fait d'accord avec le constat qui a été fait préalablement. Pour ce qui concerne le Cameroun, un scénario rwandais n'est pas à exclure. Alors ça semble totalement difficile à appréhender comme constat quand on a à l'idée les horreurs qui ont lieu au Rwanda, mais je vais me permettre de très rapidement vous lire quelques déclarations qui ont été faites par M. Jean de Dieu Momo, qui est le ministre de la Justice du Cameroun. Alors je vous donne ces déclarations qui sont issues d'une interview en date du 1er février 2019. Alors, pour que vous ayez des éléments de contexte, Monsieur Jean de Dieu Momo parle ici de la communauté à laquelle appartient Monsieur Maurice Kamto, la communauté Bamileke. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs, et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi je dis qu'on raconte, c'est le bruit, c'est du rapporté, et qu'ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits comme M. Kamto puissent savoir où ils amènent leur peuple. Alors, je le dis sans outrance, mais il faut quand même qu'on se dise que le sort des personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui dépend pas seulement, mais en grande partie du monsieur qui a proféré ces déclarations-là. Peut-être que le fait de s'en rendre compte, ça permet quand même d'apprécier l'urgence de la situation, et donc d'apprécier le fait qu'on n'est pas dans une crise, entre guillemets, classique entre des personnes qui vont avoir des résultats assez proches et qui vont avoir un désaccord purement politique. Non, on est dans une situation qui est extrêmement grave, et quand une personne s'accroche au pouvoir contre la volonté de son peuple, elle est traditionnellement prête à toutes les extrémités pour le conserver. Je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut retenir, et donc se souvenir qu'ici, on n'a pas un conflit post-électoral classique, on a une personne qui s'est maintenue au pouvoir depuis 37 ans,
et qui, du fait qu'elle s'est maintenue au pouvoir depuis 37 ans, ne prend d'une certaine manière même plus la peine d'habiller l'illégalité de ses actions. Je pense que quand on s'installe au pouvoir, on finit par développer peut-être une forme de paresse qui fait qu'on ne souhaite plus habiller les choses et qui donc se montre vraiment de manière avec une forme de transparence. C'est peut-être la seule transparence du régime camerounais, c'est de se montrer comme un régime xénophobe, de plus en plus xénophobe et de plus en plus agressif. J'en ai terminé pour mon intervention, donc nous sommes ouverts.